sommes à présent en plateau avec 3 invités pour décrypter les enjeux de marché. Stanislas de Bayancourt, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant associé de Sycomore Asset Management, mais aussi Christophe Barrault, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef économiste et stratégiste chez Market Securities et Wilfried Galland, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Alors, on l'a dit en introduction, le CAC 40 est à 6005. Bon, il était déjà arrivé à ce niveau il y a quelques jours, puis il a corrigé. Il l'enfonce aujourd'hui, ou en tout cas, il le dépasse aujourd'hui. Quel est votre sentiment dans le contexte actuel ? On va peut-être commencer avec vous, Christophe. On a l'impression, en fait, le CAC 40 clôture à fin mai dans le vert, 4e mois de hausse consécutif. Aujourd'hui, une journée relativement calme, mais en fait, on a un peu l'impression quand même qu'on est dans un entre-deux assez bénéfique. C'est-à-dire que l'économie repart, la Fed, ou en tout cas la BCE, donc les banques centrales, sont toujours accommodantes, et on se laisse porter tranquillement, finalement, par ce mouvement. Exactement, on est peut-être dans la meilleure période possible parce que d'un point de vue macroéconomique, on est sur des croissances qui accélèrent, qui repartent déjà dès le T2. En Europe, on aura forcément une accélération très marquée au T3 et ça devrait aussi être le cas au niveau mondial. Donc d'un point de vue vraiment macro, on va plutôt vers des révisions à la hausse. Vous aviez plusieurs gouverneurs donc de la Banque Centrale Européenne qui ont tendance à dire que ce sera meilleur que prévu aussi. Donc ça, c'est le premier point. D'un point de vue monétaire, on est toujours sur une phase un peu transitoire où certes l'inflation remonte, mais tout le monde juge que c'est pas forcément un phénomène permanent. Donc on a ce soutien monétaire et ensuite il y a aussi un soutien fiscal qui dure parce que avec la perspective des vaccins, avec la perspective de redémarrage entre guillemets, les gouvernements veulent garantir que cette reprise continue. Donc on a eu le soutien bien entendu aux États-Unis, on a des soutiens ailleurs. Si vous regardez un petit peu ce qui se passe en Corée du Sud, au Japon, même en Europe, on aura le décaissement du plan de relance. Donc on est vraiment toujours un soutien fiscal, politique monétaire accommodante, des résultats qui se voient d'un point de vue macro, mais aussi du côté des entreprises et d'un point de vue sanitaire. On a une amélioration même très marquée si on exclut l'Inde et qu'on regarde les chiffres dans leur globalité. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Je vais quand même vous poser 2-3 questions sur les craintes des investisseurs, mais pour l'instant j'ai l'impression que c'est un sentiment très optimiste sur les marchés financiers. Ouais, ça reste très optimiste parce que on est toujours dans cette dynamique de révision à la hausse, donc ce qui est plutôt très favorable. Il peut y avoir aussi un certain nombre de catalyses positifs. Plan d'infrastructure aux États-Unis, vous avez un plan aussi pour tout ce qui est compétitivité qui pourrait être remis sur la table. Il y a pas mal de zones en Asie où ils n'hésitent pas à remettre, comme je l'ai dit, d'un point de vue fiscal. Donc ça peut être aussi le Japon, il peut y avoir Taïwan, etc. Donc on reste plutôt bien ancré. Et les banques centrales à la manœuvre qui limitent la casse et tentent de rassurer sur les craintes inflationnistes à court terme. Alors, ces craintes inflationnistes, et puis après, on vous écoutera, Wilfried et Stanislas, sur ce contexte, ces craintes inflationnistes qui sont donc décrites transitoires. On parle surtout des États-Unis, même si en zone euro, on a atteint 2% également au mois de mai. Aux États-Unis, pour vous, les craintes inflationnistes, c'est pas un sujet, finalement, c'est acquis que c'est transitoire. Ça a été suffisamment répété par la Fed depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour que ce soit acquis par les marchés. En fait, je pense qu'il y a plusieurs angles dans l'inflation. Il y a les composantes actuelles qui poussent l'inflation à la hausse sont probablement transitoires. Donc on parle, par exemple, de tout ce qui est relié au secteur qui redémarre, donc tout ce qui est hospitalité, donc hôtellerie, restauration, etc. Il y a une composante particulière qui est liée aussi aux véhicules existants, donc qui est en très très forte hausse. Donc ça, on peut se dire que ces mouvements-là sont transitoires et vont se normaliser. Là où j'aurais plutôt des doutes pour la fin d'année et l'année prochaine, c'est plus tout ce qui va être lié à l'immobilier, au loyer, où là, il y a un redémarrage qui est décalé dans le temps, mais qui va vraisemblablement perdurer et qui pourrait surprendre négativement. Après, aujourd'hui, il y a le discours de la Fed qui est plutôt constant, récurrent. Bien sûr. Donc les marchés, à la limite, si on a une inflation à chaque fois qui surprend la hausse, on a les commentaires pour dire oui, mais vous voyez, c'est ça, c'est transitoire, ça va se normaliser. Donc peut-être qu'on va monter plus c'est fort. un peu le schéma régulier depuis plusieurs semaines. Crainte, des déclarations de la Fed, donc ça se calme, et puis recrainte, redéclaration de la Fed, et ça se calme, et ainsi de suite. Complètement. Après, le discours de la Fed, il n'est pas qu'ancré sur l'inflation, il est ancré aussi sur le marché de l'emploi. Bien sûr. Et le marché de l'emploi, c'est quelque chose qui va mettre beaucoup de temps à se normaliser. Il y a un marché de l'emploi qui est aussi beaucoup supporté par le plan de relance. Et on y verra clair. La réalité, c'est qu'à partir du mois d'octobre, quand les aides supplémentaires, les allocations auront totalement disparu. Donc ce qui crée, en fait,
je dirais, une période où on peut toujours mettre ça sur le côté c'est transitoire, on verra ce qui va après. Et la Fed a toujours répété, si on prend des décisions, ce sera que sur les données observées. Donc voilà, on est peut-être Donc avec un minimum de recul, effectivement, pour prendre les décisions. Une période bénie, presque, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Wilfried Galland, vous partagez cet avis sur ce contexte général de marché? Oui, alors là, effectivement, il y a énormément de choses qui ont été dites et que je partage largement. Moi, je voudrais revenir, effectivement, il y a trois grands moteurs hein, sur les marchés, on en a parlé, hein, le moteur macroéconomique, le moteur monétaire, le moteur fiscal. Et en fait, on a deux grandes interrogations, parce qu'il y en a un sur lequel on a zéro interrogation, c'est le moteur fiscal. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les États sont absolument à fond dans la nécessité, la volonté, la détermination à rajouter de plus en plus d'argent public sur la table et d'intervenir de plus en plus. Ça, c'est et de évident. soutenir la reprise, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Voilà, pour paraphraser. Voilà, exactement, et d'être totalement procyclique. La question, c'est jusqu'à quand est-ce que les banques centrales vont accompagner le mouvement, parce que ça ne peut arriver que grâce aux banques centrales, et est-ce qu'on peut avoir une espèce de ralentissement économique et d'où est-ce qu'il pourrait arriver? Alors sur les banques centrales, moi ce que j'ai quand même noté, c'est qu'effectivement sur ces derniers jours, on a une accélération des achats de la BCE en particulier, qui a été extrêmement nette. C'est-à-dire que quand on regarde les achats quotidiens de la BCE entre juillet 2020 et globalement février 2021, on était à peu près entre 3 et 3,5 milliards d'euros par jour achetés sur les marchés. Là, depuis 2 semaines, depuis un mois, on est au-delà de 4 milliards et depuis une semaine, on est au-delà de 5, on est quasiment à 6 milliards d'euros achetés sur les marchés. Donc véritablement, on a en fait une accélération de ce soutien-là et donc un soutien extrêmement fort de la part des marchés. La question, c'est est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui peut les inciter à changer d'opinion, à dire je vais renverser ça. La seule chose, et Christophe l'a dit très justement, c'est est-ce qu'elles peuvent considérer que d'un seul coup, il y a un sujet sur l'inflation. Aujourd'hui, c'est assez peu probable. Néanmoins, on va quand même regarder, enfin moi en tout cas, je vais regarder les salaires américains parce que la problématique, c'est est-ce qu'on peut avoir un enchaînement prix-salaire. Si on a uniquement quelques éléments sur, alors on en a beaucoup parlé, sur les voitures d'occasion, sur les prix des billets d'avion, les chambres d'hôtel qui remontent, c'est pas très grave. Bien sûr, si on commence à avoir les secteurs qui se relancent, entre guillemets. Évidemment, donc c'est tout à fait normal et c'est plutôt bon signe. Dans l'économie. Voilà, exactement, et c'est plutôt bon signe. En revanche, si on commence à avoir effectivement sur un certain nombre de secteurs assez basiques, on voit qu'on a des entreprises qui ont remonté les salaires minimums, beaucoup, Chipotle, Amazon, McDo. Donc est-ce que ça continue? Donc ça c'est un premier sujet. Deuxième sujet macro. Est-ce qu'on peut avoir, moi ce que je regarde, c'est que par exemple en Chine, on a une restriction du crédit qui commence à être très nette. L'agrégat Total Social Financing, donc le crédit bancaire et non bancaire chinois, est en train de baisser très très rapidement. Et ça, c'est donc pas... les banques prêtent moins. Les banques et tout le système non financier chinois, voilà, tout le système de prêt qui passe pas nécessairement par les banques, sont en train de vraiment restreindre très fortement leur activité. C'est pas super bon signe historiquement. Donc un accès aux capitaux plus difficile pour un particulier ou une entreprise. Globalement, et donc historiquement, quand on a le moteur chinois qui commence à décélérer un peu, il faut se méfier. Donc pour l'instant, on a les planètes qui sont alignées. Restons vigilants. On peut avoir des changements sur ces sujets-là, en particulier sur la Fed et sur l'accélération chinoise. Stanislas de Baillancourt, avant de revenir peut-être sur le sujet chinois, sur le contexte global. Alors, le contexte est très favorable, mais je pense qu'il ne faut pas se tromper. Le marché aujourd'hui, il a bien reconnu, en progressant fortement depuis le début de l'année, évidemment depuis les points bas il y a un an. Donc aujourd'hui, cette accélération macroéconomique, le fait qu'on baigne dans la liquidité, etc., se reflète quasiment intégralement dans le prix des actifs, le prix des obligations, évidemment le prix des marchés actions qui a rebondi, et même les actifs physiques, puisqu'on voit que l'immobilier finalement tient assez bien en valeur, même dans des secteurs challengés comme l'immobilier de bureau, qui peut poser certaines interrogations. Donc aujourd'hui, sur l'évolution de la façon de travailler. Oui, je dirais qu'il y a donc, je dirais qu'aujourd'hui, il y a un consensus assez fort sur la vision économique et monétaire dans les marchés qui s'est traduit par la hausse. Et donc, la question, c'est plutôt l'étape suivante. L'inflation, aujourd'hui, n'est pas perçue comme un risque. En tout cas, ça ne se traduit pas comme ça dans les taux à 10 ans parce que les banques centrales restent extrêmement actives et qu'elles sont encore crédibles. Elles ont martelé le truc. Voilà, exactement. Elles ont martelé, elles ont continué à acheter. Donc, pour le moment, les marchés continuent à les croire.
et donc ne joue pas contre les banques centrales. Je pense que le seul risque, c'est qu'aux États-Unis, ça ne se passera pas en Europe parce qu'il n'y aura déjà pas vraiment de risque d'inflation, mais c'est qu'aux États-Unis, à un moment donné, on se rend compte que la Fed se trompe complètement et qu'il y a vraiment de l'inflation. Il y a vraiment une surchauffe. Ce qui, d'après moi, n'est pas le scénario central, en tout cas, ce n'est pas le nôtre. Le risque d'inflation, on peut avoir de l'inflation forte. Aujourd'hui, on a de l'inflation parce qu'on a des effets de base avec des prix qui étaient beaucoup trop bas sur certaines matières premières il y a un an. Dans un an, où on aura les prix actuels qui sont des prix normalisés, on aura probablement déjà une inflation qui reconvergera vers ces moyennes. Donc je ne pense pas qu'il y ait un vrai risque d'inflation. Mais si jamais ça s'emballait complètement, le risque, c'est que le marché dise, oula, la Fed est complètement en dehors des clous, elle est en retard, et que le marché la surréagisse en prenant un peu la Fed de vitesse. Pour le moment, ce n'est pas le cas. La Fed garde sa crédibilité. Ils ont quand même complètement changé de politique quand ils l'ont annoncé à Jackson Hole. C'est que maintenant, ils acceptent le fait que temporairement, l'inflation overshoot, donc elle dépasse les objectifs. Donc là, on est tout à fait dans ce cadre-là, à partir du moment où on pense que l'inflation va se renormaliser dans 18 ou dans 24 mois, ce qui est quand même pas impossible, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que l'un des gros impacts du Covid et de la crise du Covid, c'est quand même qu'on est de plus en plus dans un monde digital et avec un apport de plus en plus fort de la technologie, et que la techno, c'est quand même structurellement déflationniste parce que ça permet des gains de productivité importants dans la manière d'effectuer les tâches, dans l'amélioration industrielle. Donc je ne vois pas, enfin, au-delà de l'effet à court terme sur la demande de matières premières, je ne vois pas de risque d'inflation très forte à long terme. Les prix du pétrole sont remontés. Si on regarde les moyennes sur 5 ans, on est plutôt encore en dessous. Et il y a encore énormément de marge de manœuvre pour augmenter la production à court terme. L'OPEC en garde sous le pied. Ils sont très contents de revoir un petit peu de flux de ce côté-là, parce que ça a été quand même l'année 2020, très difficile pour les grands pays producteurs, Russie, Arabie Saoudite, etc., en termes de finances publiques. Du coup, je pense qu'ils ne sont pas mécontents de voir ça remonter un petit peu avant d'ouvrir les vannes. Donc, évidemment, à court terme, ça joue sur l'inflation, mais il y a quand même pas mal de marge de manœuvre sur ces drivers d'inflation pour les juguler dans le temps. Donc si je comprends bien, là, donc le livre beige de la Fed sera publié ce soir à 20h. Il est trop tôt, d'après ce que je comprends, pour envisager une éventuelle réduction. Je pense que le livre beige, c'est un non-sujet. Enfin, on n'apprendra rien, c'est jamais un sujet. Enfin, Puis le livre beige, c'est la compilation des Fed régionales. Donc la compilation des Fed régionales, ils vont effectivement insister sur le caractère peut-être parcellaire d'un certain nombre de reprises d'activité. Bien sûr, mais ça ne va pas nous éclairer de façon très nette sur ce que disait Stanislas, c'est-à-dire la nouvelle doctrine de la Fed sur cette fameuse inflation symétrique. C'est-à-dire que c'est pas grave de dépasser 2% d'inflation, mais pendant combien de temps, jusqu'à quelle date, jusqu'à quel niveau. Aujourd'hui, on a parlé effectivement du corps PCE tout à l'heure. Quand on regarde les indices PCI, là, on est quand même à 4%. Donc, bien sûr, on commence à. On voit de l'inflation, effectivement. Avec des effets de base. Mais complètement. Mais donc, je pense en fait, les questions vont être là. Elles vont pas nécessairement être dans. Je pense pas qu'elles seront dans le livre beige. Enfin, parce que. Non, mais sans être dans le livre beige. Enfin, et Christophe, vous compléterez. La question, c'est de savoir jusqu'à quand les banques centrales soutiendront. Et donc, est-ce qu'il est trop tôt ou pas pour envisager que la Fed commence à parler d'un tapering dans un mois, dans 6 mois. La véritable crainte des banques centrales, c'est de faire une erreur de politique monétaire. C'est de faire la même erreur de politique monétaire qu'a fait par exemple la BCE en 2011 en disant je remonte mes taux, parce qu'il y avait justement à l'époque une remontée du pétrole et exactement 2 mois avant le déclenchement de la crise grecque, la BCE remonte ses taux. Et derrière, tout le monde se dit mais c'est quand même une énorme erreur. Donc là, la crainte de toutes les banques centrales, c'est surtout pas d'erreur. Donc elles sont prêtes à être un peu... en fait, ils sont prêts à faire une erreur dans l'autre sens. C'est ça. Et finalement, une erreur qui coûte beaucoup moins cher. Contrairement à 2013, où il y a une erreur de lecture de Ben Bernanke à l'époque qui parle déjà de tapering, ça envoie les taux au plafond, les marchés émergents perdent 15 à 20% en un mois et demi. Bon, ils ne referont pas cette erreur-là. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, ils disent finalement, si on est en retard, il ne faut pas être trop en retard. Donc, il ne faut pas passer pour des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. La nouvelle doctrine permet d'être en retard en plus. Donc, ils ont moins la pression. Et donc, on verra petit à petit. Je pense que de toute façon, le wording et le point de pivot, ça va être entre septembre et décembre parce qu'on va commencer à avoir des effets de base plus normalisés. On aura plus de visibilité sur l'emploi et sur l'inflation salariale. Et donc, c'est là que ça va se jouer. Donc, entre maintenant et là, une semaine, on va craindre l'inflation. La semaine suivante, on sera rassuré par les banques centrales et ainsi de suite dans un jeu de ping-pong avec des taux à 10 ans qui vont peut-être bouger entre 1,50 et 2 et qui vont rester un peu dans cette bande. Christophe, en réaction à tout ce qui vient d'être dit sur du coup, un tapering qui n'est pas forcément le sujet actuellement.
Alors, sur le livre belge, je regardais quand même les petites annotations sur les salaires, sans pour autant que ça remette en question, mais ça permet aussi d'avoir un point de comparaison. Après, sur le côté tapering, je pense qu'il faut dissocier l'économie dans sa globalité et potentiellement le marché immobilier. Et moi, je ne serais pas surpris qu'à un moment ou à un autre, ils regardent le marché immobilier et fassent du tapering avant la fin de l'année sur la partie mortgage-backed securities et pas forcément sur les trésoreries. Pour moi, la seule question, elle est là. Après, la doctrine de la Fed, elle est très claire. Et on l'a vu à travers les speeches de Powell, c'est OK, il y a l'inflation, mais il y a surtout le marché de l'emploi. Et le marché de l'emploi, on n'est plus sur une vision qui est celle du taux de chômage qui va redescendre sur des niveaux d'équilibre qu'on a sans cesse révisés en baisse. Aujourd'hui, regarde des variables dites qualitatives. Donc ça va être des variables différentes. Donc ça va être non pas le taux de chômage dans sa globalité, mais le taux de chômage de la population hispanique, le taux de chômage de la population noire. Ça va être le taux de participation des personnes qui n'ont pas de diplôme. Mmh. Et ils ont aussi pour consigne de regarder l'évolution des bas salaires. Globalement, ce sont toutes des variables plutôt très retardées du cycle. Et en communiquant là-dessus, pareil, ils se sont donné le temps. En fait, ils vont prendre leur temps. Et je suis assez d'accord avec Stanislas sur le fait que ça coûte beaucoup moins cher de faire une erreur en prenant son temps que de relever en vérifiant que la reprise est bien là pour tout le monde finalement, et plutôt qu'en fait d'arrêter de soutenir suffisamment tôt et de le payer par voilà. Après, moi, ma seule inquiétude, c'est vraiment sur le marché immobilier. Mais le marché immobilier, il y a une capacité aussi de passer par la régulation et d'aller voir les banques et de limiter la croissance du crédit pour tenter de juguler un peu les choses. Donc ça, c'est une marge de manœuvre aussi supplémentaire. Alors, donc, ça, c'est pour le contexte global. Un autre chiffre ou une autre publication qu'on a pu suivre cette semaine, c'est les PMI manufacturiers et ISM donc aux États-Unis, qui sont tous ou presque sur des plus hauts ou des records. Donc là, pareil, on est dans une économie qui repart, sauf peut-être en Chine et en Allemagne où on sent que les records en fait sont passés et que la croissance continue, mais sur des niveaux peut-être moins hauts. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut s'attendre à des résultats d'entreprises manufacturières ou industrielles en fin d'année qui vont encore nous surprendre ? Alors, moi, le point important qu'avait souligné Wilfried, c'est ce qui se passe en Chine, effectivement. Et là où je le rejoins, c'est que historiquement, quand il y a un durcissement du crédit en Chine, 6 mois après, on peut avoir un coup de frein à l'échelon mondial, ou du moins là-bas, ce sera plus net. Donc ce sera intéressant de regarder sur le secteur manufacturier ce qui peut se passer plutôt au T4. Je pense que le T3, il n'y a pas encore de question aujourd'hui, mais l'impact sur le T4 à un moment où la croissance mondiale, vraisemblablement, aura fait, en termes d'accélération, son plus haut au T3. Donc on aura les effets sur la Chine et on aura mécaniquement, en fait, au niveau mondial, une décélération. Donc là, il y a une vraie question de voir ensuite comment ça peut se traduire sur le côté manufacturier. Maintenant, sur le côté manufacturier, je pense que la seule question pour les sociétés aujourd'hui, c'est est-ce qu'elles ont la capacité... Non, en plus, la demande sera là. Maintenant, c'est la capacité à passer les hausses de prix. C'est que tout le monde fait face à une flambée des prix, donc matières premières d'une part, coût du fret, etc. Est-ce qu'ils ont la capacité à répercuter la totalité ou une grosse partie ? Il semblerait que oui, à très court terme. Maintenant, est-ce que ce sera encore le cas au T4 ? Probablement. Mais est-ce que ça va continuer 2022 ? La vraie question, peut-être pour les marchés, elle est justement qu'est-ce qui se passe 2022 sur ce point-là aussi. Wilfried Galland sur ce sujet, et notamment donc on revient sur cette restriction de crédit en Chine. Finalement, on a commencé cette émission en disant tout va bien dans le meilleur des mondes, puis finalement quand on cherche des craintes, on trouve celle-là par exemple. On trouve toujours des craintes. Mais en fait, je pense qu'il y a clairement deux moteurs dans l'économie mondiale. Il y a le moteur américain et le moteur chinois. Donc il faut s'intéresser effectivement aux deux. Et le moteur chinois est souvent un moteur qui est allumé avant tous les autres. Parce que les autorités chinoises adorent piloter leur pays et ils le font beaucoup en stop and go. Donc de temps en temps, ils rajoutent énormément d'argent et de temps en temps ils en retirent. Là, ils sont plutôt en train d'en retirer. Donc effectivement, il faut regarder la chose. Après, ce qui est plutôt rassurant sur l'intégralité des PMI,
c'est que la partie service est en train de véritablement rattraper plus rapidement que ce qu'on pensait. Bien sûr. La partie manufacturière. Parce qu'en fait, la reprise, elle a été largement tirée par la partie manufacturière. Là, on voit que la réouverture des économies... On a l'impression qu'il suffit de réouvrir les économies pour que les services repartent à la hausse. Oui, alors, en fait, c'est tout le débat autour de ce caractère très particulier de la récession qu'on a vécue. On a vécu une récession parce que, en fait, on a décidé d'être en récession. Il n'y a pas eu quelque part, par exemple, comme ce qui s'est passé en 2008, c'est-à-dire un choc financier, un choc de surinvestissement qui derrière doit être amorti. On avait un choc de surinvestissement, en particulier dans l'immobilier aux États-Unis, qui devait être tamponné par le système bancaire, un problème de risque. Là, effectivement, ça prend énormément de temps. Là, en fait, on a décidé à un moment donné, clac, on a mis l'économie sur off. Là, on l'a remis sur on. Alors, le truc, c'est qu'il fallait effectivement faire attention qu'il n'y ait pas trop de dégâts entre-temps, que les tuyaux ne soient pas complètement rouillés, donc on mette suffisamment d'argent entre-temps. Ça a été le cas. Je trouve que c'est très rassurant de voir que l'économie repart. Mais effectivement, ce qu'on voit en Chine, c'est que les autorités chinoises ne paraissent pas très à l'aise avec la conjoncture. Elles cherchent plutôt à calmer les choses, elle cherche à rééquilibrer à toute force entre des éléments très technologiques et qui ont remis en cause pas mal d'éléments de régulation chez eux, donc vraiment essayer de mettre le haut là-dessus. En parallèle, en essayant quand même de concurrencer les valeurs technologiques aux États-Unis. Exactement, sans évidemment complètement casser le secteur. Et c'est un peu la limite du modèle très piloté de l'économie chinoise. C'est comment faire en sorte que dans une économie de plus en plus complexe, aujourd'hui on a quand même une économie extraordinairement complexe en Chine, comment maintenir les équilibres. Il ne faut pas oublier que Xi Jinping, c'est maintenant la deuxième référence de la Chine moderne après Deng Xiaoping et probablement au même niveau que Mao. La pensée Xi Jinping, c'est véritablement le fils du ciel. Le fils du ciel en philosophie chinoise, c'est celui qui est garant de l'harmonie et qui est garant en fait de la prospérité et de l'harmonie du peuple. Et donc dès lors qu'il a un doute là-dessus, il n'y a pas de... non mais en fait, il n'y a pas de flux économique et financier qui tiennent. Donc tout doit passer derrière. Et là, on voit qu'en Chine, on a cette espèce de frein très fort pour rééquilibrer les choses, faire en sorte de ne pas avoir des écarts extraordinairement forts entre une Chine en particulier, une Chine de l'Est, une Chine des côtes et une Chine intérieure. Ça commence à se voir quand même très très fortement. Et ça, quel va être l'impact à moyen terme ? Je pense que c'est une vraie interrogation à moyen terme sur l'économie mondiale. C'est comment est-ce que ce moteur chinois va se comporter face à un retour du politique. On le voit partout, le retour du politique. On le voit en Europe, on le voit aux États-Unis. Mais en Chine, il est violentissime. Et donc, comment est-ce que l'économie chinoise va absorber ça et va être capable de se renouveler, de se régénérer autour d'un nouveau paradigme ? Ça va vraiment être quelque chose à suivre et auquel il va falloir qu'on s'habitue. On voit d'ailleurs que les marchés chinois ont du mal à s'habituer. Il y a des chocs sur le marché chinois. C'est pas du tout la même chose que ce qu'on voit sur le marché européen ou sur le marché américain. Donc ça va être effectivement intéressant à suivre. La volatilité, elle est plus chez nous. Elle est là-bas. Ça, c'est sûr qu'elle est plus chez nous. Elle est là-bas. Stanislas de Bayancourt, vous suivez, vous, les marchés asiatiques et notamment la situation chinoise dans le contexte actuel ? Oui, bien sûr. On regarde. Ce qui est quand même intéressant, c'est que finalement, le gouvernement, à la fois, il resserre aujourd'hui ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les marchés développés, mais dans le fond, je trouve ça plutôt intéressant, c'est qu'ils arrivent à agir de manière contracyclique. Donc, alors que nous, on est procycliques. Exactement. Ils ont réussi en fait à ressortir beaucoup plus vite de la crise, et aujourd'hui, leur problématique, c'est le fait que ça n'aille pas trop vite, trop haut, et donc c'est de commencer à freiner dès à présent pour avoir une croissance qui soit finalement la plus régulière possible dans le temps. Et donc, évidemment, ça ne nous arrange pas qu'ils fassent ça aujourd'hui à court terme. On préférerait tous qu'ils ne le fassent pas. Néanmoins, je pense que c'est la bonne décision. Et donc, le pilotage est quand même assez fin avec... c'est vraiment ce but de lisser la croissance. Donc, c'est quand même assez robuste. Et je pense que dans le temps, ça participe à créer à la fois une économie de marché, et même d'un point de vue financier, dans la place de la Chine dans le monde, de la devise chinoise, une confiance et une crédibilité de plus en plus forte sur cette zone. Le fait de dire, on ne laisse pas partir les choses, c'est régulé. Ce qu'il faut, mais c'est quand il y a des équilibres financiers qui sont tenus. Et après, sur l'aspect corporate, c'est sûr que depuis un an, depuis 6 mois, c'est quand même le réveil.
On l'a vu avec l'IPO annulé de Ant Financials. Le message est quand même très clair. Hein. Les entreprises, elles sont, je dirais pas au service du parti, mais au service du pays. Un peu au service du parti. Oui. Il ne faut pas que ça dévie trop. Entre les deux, il ne faut pas que ça dévie trop de l'axe. Donc je pense que là, le message il a quand même été repassé clairement. Après, il ne faut pas se tromper. Hein. Le but, c'est qu'elles sont aussi toutes dans la compétition mondiale. Donc il faut qu'elles performent pour venir concurrencer les GAFA. Donc elles sont aussi très armées dans ces domaines-là. Et elles continueront à, je pense, bien fonctionner. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir, sous une forme différente, parce qu'il y a aussi l'interventionnisme politique en Europe, ça peut être la fiscalité ou ces aspects-là, il est très différent en Chine. Il est plutôt sur le rôle des entreprises dans la société, dans l'économie, dans le pays. Mais néanmoins, structurellement, elles vont porter la croissance encore dans les années à venir. Donc évidemment, c'est une zone qui est intéressante, qu'on regarde de plus en plus. C'est une zone avec aussi des leaders mondiaux sur la tech, le digital, etc., qui sont importants. Donc, le climat aussi. Ouais. Donc voilà, ça reste une pierre angulaire. Et puis ça donne aussi un petit peu là. On voit bien aujourd'hui dans les publications du premier trimestre le poids de la Chine dans la reprise, quand on regarde le luxe, etc. Voilà, là, c'est vrai que c'est très, très, très fort sur ce premier semestre, les chiffres de consommation en Chine. Peut-être que le S2 sera un peu plus soft. Et donc, c'est là qu'il faut faire attention, parce qu'aujourd'hui, les marchés financiers sont un peu, notamment sur le secteur du luxe, en train de tirer des lignes de croissance à l'infini. Je pense qu'on est en train de vivre un semestre de consommation en Asie, notamment sur les produits de luxe, qui est très favorable, il y a une envie, etc. Maintenant, voilà, on voit très bien que le politique peut aussi intervenir sur différents leviers, mais sur ces aspects-là. Alors, je vous propose de réagir à présent à une nouvelle que je donnais en introduction, avant de parler peut-être plus valeur ou matière première. C'est cette interview que le gouverneur de la Banque de France a donnée au Financial Times, expliquant que, un peu plus rapidement que prévu, même si le projet était dans les tuyaux, un accord mondial était proche pour obliger les entreprises cotées à communiquer sur les risques liés au changement climatique. Bon, c'est une interview, c'est pas encore fait. Pour autant, est-ce que, c'est le retour de l'ISR sur les marchés, alors qu'on en parlait... Non, mais là-dessus, la BCE, depuis l'arrivée de Christine Lagarde, elle est quand même très claire. Elle en a parlé quasiment à chacune des réunions sur la revue stratégique de la BCE. L'impact climatique a été pour elle, c'est ce qui était d'ailleurs innovant et nouveau, en tout cas dans le wording d'une banque centrale, était clé. Donc là, ce qu'il dit, c'est exactement dans ce sens-là. La bonne nouvelle, c'est que ça va plutôt plus vite que prévu. Et c'est pas le retour de l'ISR. Ces sujets n'ont jamais été aussi importants. Quand on voit à quel point en 2 ou 3 ans, Total a complètement changé sur sa stratégie et même son nom. Le nom étant la dernière pierre, et peut-être une des plus visibles, mais finalement qui conclut ce changement stratégique, etc. Ça bouge quand même assez fort, parce que ce qu'on a aussi vu depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est que l'impact du climat, mais également des gestions ISR qui se développent, ont un impact pour les entreprises qui ne se transforment pas, ou même si elles partent dans des secteurs qui sont plus challenging d'un point de vue ISR, typiquement les secteurs pétroliers, elles ont besoin de montrer qu'elles avancent dans un format de transformation ou de transition aligné avec les objectifs de l'investissement responsable. Sinon, elles se retrouvent avec des valorisations complètement dépréciées, parce qu'il y a une part de plus en plus importante des investisseurs qui suivent ces objectifs d'une manière qui peut être mise en place différemment chez chacun des investisseurs, mais qui fait que les entreprises qui ne participent pas à cette transformation, à cette transition, à cet impact social ou à cet impact environnemental se retrouvent plutôt délaissées, et donc avec des niveaux de valorisation plus faibles, ce qui est clairement, à mon avis, l'objectif d'aucun management aujourd'hui. Et pour autant que là, il y a une discussion et une possibilité d'accord au niveau mondial, et donc une régulation au niveau mondial, ça peut avoir un impact à court terme sur les marchés financiers ? Non. Non, très bien, c'est très clair. Il ne faut pas se tromper, c'est un accord de banque centrale, donc je pense que ça va donner le sens. En particulier, je pense qu'en fait, comme les banques centrales, elles offrent du financement, notamment aux banques, le but sera de donner des objectifs aux banques sur le moyen long terme, sur leur capacité à financer, donc leur accès à la ressource. Et donc, le levier qu'a une banque centrale, c'est de différencier le coût de la ressource en fonction de l'usage que vous en faites. Après, comme une banque a déjà un grand nombre de ses ressources qui est déjà engagée sur des prêts qu'elle a fait par le passé, ça va être un changement graduel pour le futur. Donc, votre question, évidemment que ça aura un impact dans le temps. Après, le jour où l'accord sera entériné, je pense que ça ne fera que
accélérer l'investissement dans ces technologies de transition et de transformation, notamment écologique. Donc ça, c'est positif pour ces secteurs-là. Après, c'est des secteurs qui sont aussi qui ont été très performants. Enfin, l'année dernière, il y avait trop de flux de capitaux dans ce domaine-là. Ça a pas mal reflué depuis le début de l'année. On en parlait effectivement en août-septembre. Il y a un petit peu de on and off. Donc voilà, cet accord, en fait, il consacre et il témoigne que l'ensemble de la finance, des acteurs, banques centrales jusqu'aux investisseurs, sont maintenant tous parties prenantes et acteurs pour accélérer ce changement et cette transition. Donc ça, il faut le voir comme quelque chose de très positif. Après, ce deal, d'autant plus si c'est un deal mondial, souvent quand vous faites un deal mondial, l'accord se fait quand même sur les termes les moins exigeants. Donc c'est pour que ça puisse correspondre à tout le monde, effectivement. Pour que tout le monde puisse s'aligner, y compris des pays qui sont plus en retard en termes de développement et donc qui puissent également se joindre à ces accords sans pour autant pénaliser leur croissance. En revanche, je pense que ça va dans le bon sens et ça envoie un signal très très fort aujourd'hui. Christophe Barrot, sur ce potentiel accord mondial. L'idée, c'est que ça vient... En fait, ça vient dans la lignée de tout ce qu'on a vu géopolitiquement depuis que Joe Biden est devenu président des États-Unis. Il a tout fait pour accélérer là-dessus. On a pu voir que il y a une surenchère un peu des États pour être le premier à atteindre la neutralité carbone, etc. Donc ça vient s'insérer en fait un petit peu dans ce discours-là. Maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup d'ambition dans les textes, il y a beaucoup de choses et il va falloir voir concrètement comment ça se passe. Ok, financement des banques centrales, réglementation et surtout, est-ce que les objectifs qui sont fixés maintenant ne sont pas trop ambitieux pour certains pays ? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a une réelle surenchère de chaque pays là-dessus. Donc tout le monde dit, moi je vais faire plus, et à la jusqu'à la COP26 en fait. Donc ça va être intéressant de regarder à la fin, c'est quoi les termes de l'accord, c'est qu'est-ce qu'une énergie verte et en fait qu'est-ce qu'une énergie qui n'est pas verte. Bien sûr. Là aussi, la définition des critères de manière précise qui va être, je pense, le point le plus intéressant. Maintenant, voilà, il y a une volonté claire, nette et précise. Il y a la Chine qui vise une neutralité carbone un peu plus tard, mais c'est déjà aussi lancé dans la course. Donc tout le monde est dedans. Maintenant, c'est bien beau de parler, c'est bien beau d'écrire, mais concrètement, c'est quoi les objectifs intermédiaires et est-ce que tout le monde a la capacité de les respecter réellement ? Parce qu'il y a l'accord et il y a effectivement la course, comme vous le dites, entre les différents pays, ou en tout cas les différentes grandes puissances sur la neutralité carbone et la transition écologique et énergétique. Je vous propose de parler valeur ou en tout cas secteur avec vous. Peut-être d'abord Wilfried Galland. Qu'est-ce que vous regardez actuellement ? On a adressé un petit peu l'état des lieux du contexte. On a dit que ça allait bien. On a quand même mis en exergue quelques sujets de crainte. Qu'est-ce que vous regardez, vous, actuellement dans un contexte où on le rappelle quand même sur le marché français et les marchés européens, la volatilité est presque inexistante. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On attend que ça passe ou... Déjà, comme profondément les planètes sont effectivement alignées, il n'est pas question de sortir des marchés. Et il n'est pas question d'être très fortement sous-pondéré aujourd'hui. Ce serait, je pense, un risque de sous-performance extrêmement fort. En revanche, comme on sait qu'on est quand même à un moment du cycle qui commence à être assez fort, il va falloir trouver encore plus de catalyseurs. Comme l'avait dit Stanislas à un moment donné, les marchés ont intégré quand même tout ça. Donc ils sont pas si idiots qu'ils paraissent. Il y a effectivement des prix aujourd'hui qui sont donnés à ce scénario très favorable. Donc il faut, à mon avis, garder déjà un peu de poudre sèche, garder un peu de réserve, pas être complètement à fond dans ses allocations sur la partie action, sur la partie risquée globalement. Il faut être nettement investi, mais pas surinvesti non plus. Ça, je pense que c'est un premier message. Et ensuite, il faut regarder là où on a déjà bien donné dans les prix, bien intégré tous les scénarios favorables. Aux États-Unis, on a déjà pas mal intégré le scénario favorable et on est peut-être en train d'arriver à une espèce d'asymptote en termes vaccinal. Alors, il faut être méfiant par rapport à ça. On a vu qu'il suffisait de lancer une loterie dans l'Ohio où on avait $1 million à gagner et d'un seul coup, tout le monde se fait vacciner. D'un seul coup, tout le monde se fait vacciner. Mais néanmoins, on voit quand même que en termes de nombre d'injections par jour, ça baisse quand même très très nettement aux États-Unis. Donc peut-être que les marchés américains ont probablement peut-être un peu moins de potentiel. En Europe,
on est plutôt en train d'avoir, en termes de surprises économiques, on est plutôt en train d'avoir de meilleures surprises économiques que sur d'autres zones géographiques. Donc je pense que la zone Europe est une zone qui reste encore avec du potentiel. Je pense qu'on est en train aussi d'avoir le plan de relance européen qui est en train de débloquer. Ça devrait être favorable à tout ce qui est petite moyenne valeur européenne, hein, normalement intégré complètement dans ce tissu-là. Ça, je pense que c'est quelque chose à regarder. Et puis enfin, même si on en a déjà parlé, la thématique justement des solutions climatiques me paraissent toujours très intéressant. Ça a corrigé depuis le début de l'année. Là, on voit que depuis quelques jours, on a de nouveau un intérêt sur ces secteurs-là. On va avoir beaucoup de mise en lumière avec la COP26, avec le plan de relance européen. C'est les thématiques qui sont intéressantes. Un mot rapidement, vous mentionnez les small et mid cap en Europe. Du coup, c'est vrai que bon, on a regardé aujourd'hui surtout les gros indices. On a l'impression que c'est les gros indices qui performent. Les small et mid cap sont à la traîne ou se sont suivis de près quand même. Alors, elles sont pas à la traîne, mais en fait, il y a énormément de différenciation à l'intérieur des small et mid cap. On voit qu'il y a certaines valeurs qui s'en sortent extrêmement bien. Il y a beaucoup de dispersion. Mais on a véritablement une tonalité qui est en train de changer, en particulier vis-à-vis des investisseurs internationaux. Ils s'intéressent globalement à la zone Europe. Et on sait que quand on s'intéresse à la zone Europe, après, le dernier étage de la fusée, c'est s'intéresser aux petites et moyennes valeurs européennes. Et donc, on n'a pas encore eu ce flux internationaux dans les petites et moyennes valeurs européennes. C'est peut-être le moment d'aller effectivement aller chercher, en étant un petit peu en avance de ces flux-là qui se sont intéressés aux grandes valeurs et qui sont en train de regarder d'autres segments de la cote. Et d'aller y chercher des opportunités, Stanislas, de bail en cours. Du coup, qu'est-ce que vous regardez, vous, sur les marchés, que ce soit en Europe ou ailleurs aujourd'hui ? Alors, c'est une question qui est assez large, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, le relais de croissance, il touche toutes les entreprises. Donc, on voit des secteurs qui avaient été plus challengés par la crise aujourd'hui bien rebondir. On voit des secteurs aussi qui offraient des valorisations assez basses, comme les banques, finalement, produire des très bons résultats au cours des 12 derniers mois et avoir des coûts du risque qui sont assez faibles. Donc, ça aussi, pour nous, c'était assez favorable. On voit tous les acteurs, et ça, je rejoins ce qui a été dit, de la transition verte, notamment quand ils offrent vraiment des solutions innovantes. Donc au-delà des énergies renouvelables, je pense à Schneider Electric, etc., continuer à produire de très bons résultats avec beaucoup de demandes, où ça peut être SPI dans les mid-cap, etc. Donc il y a quand même beaucoup de choses intéressantes. Je dirais dans tous les secteurs aujourd'hui, on voit des secteurs qui sont très en retard, mais du coup assez attractifs en valorisation dans un monde où les valeurs sont assez élevées. C'est tout ce qui est autour de la pharmacie et de la santé, les AstraZeneca, Sanofi, etc. On est quand même sur des valorisations assez raisonnables, alors que les multis globalement de marché sont devenus assez élevés. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a de quoi panacher un portefeuille entre les grandes entreprises de croissance assez connues qui ont été les gagnants l'année dernière, mais à nouveau depuis le début de l'année, le luxe, la consommation, etc., les L'Oréal, enfin tous ces grands noms, avec les banques qui retrouvent aujourd'hui une vraie légitimité dans les marchés, qui ont produit de bons résultats et qui ont fait gage de solidité, des entreprises un peu plus cycliques qui se redressent aussi. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Sur les small et mid cap, certes, elles ont progressé depuis le début de l'année, mais comme ça a été dit, il n'y a pas eu encore énormément de flux de capitaux dessus. Donc c'est encore un petit peu Enfin, elles ont monté par elles-mêmes grâce aux bonnes publications, mais ça manque de liquidité. Oui. Enfin, c'est Il y a pas eu de momentum, c'est ça. Il y a pas eu de... Voilà. Et après, ce qu'il faut quand même regarder, c'est que le premier trimestre, les résultats ont été excellents partout. Ça n'a pas déclenché une hausse massive des marchés, parce que comme j'ai déjà dit au début, il y a beaucoup de bonnes choses déjà anticipées. Qui étaient déjà intégrées, oui. Donc c'est vrai que la deuxième partie de l'année, il va falloir faire beaucoup mieux pour que la hausse perdure, sachant qu'en face, on peut avoir quelques vents un peu plus contraires. On a parlé de la Chine, etc., qui rendent à la fois, on peut avoir un socle européen et américain avec des croissances supérieures aux attentes, et en même temps, venant d'Asie, des choses qui avaient plutôt porté le début de la reprise sur le second semestre 2020, là, se rentrer dans des zones de croissance un peu plus faibles. Donc ce que vous nous dites, c'est que la belle surprise du premier trimestre, finalement, aujourd'hui, elle est pleinement intégrée. Pourrait forcer une correction, je ne dis pas forcément une chute, ou en tout cas un attentisme sur le deuxième trimestre, voire le troisième trimestre sur le CAC 40, par exemple. Non, je pense qu'aujourd'hui, étant donné les très bons résultats du premier trimestre et la hausse, il faut largement dépasser les attentes pour que la hausse se poursuive. C'est-à-dire juste performer en ligne, et on l'a vu dans les publications, même si ce sont de bons résultats, aujourd'hui c'est déjà intégré dans les cours de bourse. Donc si on veut que la hausse persiste, il ne faut pas juste remplir les attentes. Les niveaux de valorisation actuels sur une grande partie de la cote demandent des surprises et des dépassements importants, significatifs,
par rapport au consensus, aux attentes ou au guidance qui avait été donné au marché. Donc ça, c'est quand même un élément important, c'est que si les entreprises font juste ce qu'elles avaient prévu de faire, comme les valos ont déjà pas mal progressé depuis 6-9 mois maintenant, ça peut créer de la vol et des baisses, donc ça sur les publications du deuxième ou du troisième trimestre, donc dans la deuxième partie de l'année. Christophe Barrot, pour finir, même question, même si peut-être moins allocation, mais les secteurs à regarder, qu'est-ce qu'on peut regarder dans un contexte comme celui-là ? Plutôt la zone. Moi, aujourd'hui, j'aime bien l'Europe parce que je pense justement que c'est la zone qui a encore un potentiel de surprise d'un point de vue déjà purement macroéconomique pour cette année. Contrairement aux autres zones où les États-Unis, ça a été bien intégré, bien révisé à la hausse. L'Europe, je pense qu'il y a encore une marge de manœuvre sur le très court terme, sur le T3. Et après, il y aura une vraie question qui se posera en septembre, donc avec les élections allemandes. Et selon, en fait, qui sera élu, quel type de coalition, il pourrait y avoir une ouverture potentielle vers plus de dépenses fiscales, que ce soit chaque pays individuellement. Et même, je pense qu'on ne peut pas exclure le fait d'avoir un autre package en plus au niveau européen. En plus de ça, le package européen voté l'année dernière va commencer à se déverser, donc au mieux au début du T3, au pire à la fin du T3. Donc dans les prévisions purement macroéconomiques, il y a de la place pour surprendre en Europe 2021, mais il y a de la place aussi pour surprendre 2022. Et c'est une des rares zones où il y a encore, à mon avis, ce potentiel pour qu'il y ait des révisions à la hausse aujourd'hui. On suivra ça donc en Europe. Merci beaucoup Christophe Barrot. Je rappelle que vous êtes chef économiste et stratégiste chez Market Securities. Merci Wilfried Galland. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Et merci Stanislas de Baillancourt. Je rappelle que vous êtes gérant associé de Sycomore Asset Management. Merci à vous également et restez avec nous puisque dans un instant, nous ferons un focus sur les matières premières.